Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au sommaire de ce numéro, on va parler des défis fiscaux de ce quinquennat qui vient de s'ouvrir. On parlera également des rôles et limites des organisations internationales en cas de guerre et enfin des tendances en matière de conformité au RGPD. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Miruna Verban, associée chez Arsène, pour parler des défis fiscaux du quinquennat. Bonjour Miruna. Bonjour Arnaud. Alors, l'impôt est le fondement d'un projet de société. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la question du rôle sociétal de l'impôt est une question fondamentale. Ça revient à répondre à la question sur quoi nous accordons-nous en tant que citoyens ou entreprises résidant en France en payant nos impôts en France. Alors, dans notre ouvrage, qui s'appelle « Pour un nouveau pacte fiscal », nous avons souhaité porter la parole des entreprises qui sont des contributeurs clés à l'impôt en France. Et les chefs d'entreprise qu'on a interrogés nous ont partagé leur analyse des principaux enjeux fiscaux qui impactent à la fois l'attractivité de la France et la performance des entreprises françaises à l'étranger. Et puis nous avons souhaité croiser les regards d'économistes, de politiciens, de sociologues pour apporter en fait un éclairage un peu différent de celui des entrepreneurs. Alors, pour revenir à la question du rôle sociétal de l'impôt, ce que nous enseignent les historiens et les sociologues, c'est que l'impôt repose sur le principe du consentement, voilà, et que le consentement implique que l'on comprend les objectifs de l'impôt, d'une part, et qu'on est en mesure de percevoir, sinon de mesurer, l'impact en fait des impôts que l'on paye. Quelle est la philosophie de l'impôt en France ? Alors, Jérôme Sainte-Marie, qui est un essayiste, politologue, et qui a participé à notre ouvrage, explique qu'il y a un lien très étroit entre citoyenneté et fiscalité. Voilà, selon lui, c'est en minant le sentiment national qu'on mine le consentement à l'impôt. Typiquement, il va y avoir crise du consentement à l'impôt si une partie des contribuables considère que telle catégorie tire un bénéfice indu des impôts qui sont prélevés auprès de tous. Alors, je ne saurais pas dire si aujourd'hui il y a une crise du consentement à l'impôt en France. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin d'expliquer, de clarifier les enjeux qui sont derrière les prélèvements fiscaux en France et de redéfinir sans doute aussi les priorités de l'impôt. Alors, besoin d'explication, de redéfinir les enjeux de l'impôt. Quels sont les défis, les autres défis pour le gouvernement qui vient d'être nommé dans ce quinquennat ? Alors, c'est très intéressant parce que lorsqu'on pose cette question aux dirigeants d'entreprise, ils ont beaucoup d'idées, mais ils ont beaucoup d'idées convergentes en réalité. Donc c'est ça que je vais mettre ici en valeur. Ils soulignent tous d'abord le rattachement à la mécanique du crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Ils pensent que c'est un outil extrêmement puissant pour pousser les entreprises dans cette dynamique de l'investissement sur la R&D et sur l'innovation. Et ils vont plus loin, ils recommandent en fait qu'on recentre peut-être le crédit d'impôt innovation vers des projets d'innovation qui ont un impact sociétal et environnemental, parce qu'ils pensent que le secteur privé a un rôle déterminant à jouer sur ces aspects-là. L'autre point de convergence, quand on les interroge, c'est leur souhait de voir réformer les impôts de production. Voilà, ils souhaitent tous que les impôts locaux qui viennent grever les outils de production en France soient réformés et que, j'allais dire à terme, mais plutôt à court, voire moyen terme, ils soient supprimés. Enfin, il y a une sensibilité très forte à la fiscalité environnementale. Alors, je ne veux pas couvrir ici tous les aspects. Je voudrais peut-être citer deux propositions qui sont un peu ciblées, qui sont remontées. Une proposition qui consiste à orienter l'épargne des Français vers des fonds d'investissement nationaux, des grands programmes nationaux qui effectivement pourraient être stimulés par des avantages fiscaux bonifiés, voilà, sur ces placements.
Et l'autre idée est de proposer des avantages fiscaux pour l'habitat et les occupations vacantes. Enfin, et j'aurais presque pu commencer par là, les dirigeants sont tous très sensibles à l'amélioration de la performance de la dépense publique qui doit venir en parallèle de la suppression de la pression fiscale exacerbée sur les entreprises, parce qu'ils sont tous bien sûr très conscients de la nécessité de lutter contre le déficit public en France. Bon, voilà, plein de recommandations pour le gouvernement pour relever ces défis fiscaux. Miruna, merci. Merci à vous. Bonjour, vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Insight. Quelles sont les tendances en matière de conformité au RGPD? On en parle tout de suite avec mon invité Sylvain Staub, CEO et fondateur de Data Legal Drive, également avocat associé chez DS Avocats. Sylvain Staub, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous venez de publier un baromètre en matière de conformité au RGPD. Pouvez-vous nous le présenter? Oui, c'est la 4e édition de ce baromètre. Nous avons fait ça depuis la première année, deuxième, troisième et désormais la 4e année de l'entrée en application du RGPD. Plus de 500 personnes spécialistes de la data en entreprise ont répondu, ce qui correspond à plus de 300 entreprises. Et c'est assez révélateur puisque parmi ces 300 entreprises, on compte 40% de PME, 35% de TI, presque 10% de grands comptes. Beaucoup également d'entreprises du secteur public. Donc finalement, c'est assez transverse et donc assez révélateur de ce qui se passe en ce moment et ce qui permet aussi de voir l'évolution depuis 2018. Alors justement, on voit une évolution marquante, c'est la tendance à la digitalisation des registres de données personnelles des entreprises. C'est 2 fois plus que par rapport à 2019. Comment expliquez-vous cette tendance? Oui, il y a 30% des répondants, 30% des entreprises qui disent avoir digitalisé leur conformité RGPD. De manière globale, exhaustive. Voilà, 30%, c'est 2 fois plus qu'en 2019. C'est donc évidemment une très belle progression et ça s'explique comment? D'abord, je pense que désormais, en 2022, les entreprises ont compris l'importance de la conformité RGPD. Elles ont compris l'importance de sécuriser les données de leurs salariés, de sécuriser les données de leurs clients, de leurs prospects, de leurs prestataires. Faire savoir qu'on les sécurise, c'est important, donc les rassurer. L'importance également de sécuriser les traitements, les bases de données, donc l'ensemble de la sécurité, de la sûreté des données, et puis l'importance aussi éthique que ça recouvre de tenir compte de la protection des données personnelles. Et puis, pourquoi la digitalisation? Je crois, et c'est en fait une évidence, puisque aujourd'hui nous avons plus de 3000 clients chez Data Legal Drive qui donc ont digitalisé totalement, globalement, de manière exhaustive, pérenne, collaborative, leur traitement. Eh bien, les entreprises ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas affronter une conformité, une gouvernance telle que le RGPD si on ne digitalise pas, c'est-à-dire si on ne prend pas l'ensemble des processus du RGPD dans sa globalité, de manière collaborative, je le disais, c'est-à-dire en impliquant les directions concernées, et c'est-à-dire en réalité toutes les directions de l'entreprise qui sont concernées par les traitements de données personnelles. Si on ne procède pas comme ça, eh bien, on n'y arrive pas. Voilà pourquoi, probablement, on peut expliquer que désormais, 30% des entreprises ont digitalisé. Alors, ça veut dire qu'il y en a encore 70% qui doivent soit terminer leur digitalisation, soit la consolider, soit simplement s'y mettre. Alors justement, quels sont les freins au développement de projets de conformité au RGPD? Moi, je vois 4 freins. Un problème de temps, un problème de ressources, donc de temps. Un problème d'implication de la direction générale, d'impulsion de la direction générale, de prise en compte de la direction générale. Un problème de stratégie, d'avancement de plan, c'est-à-dire de vision globale, de par quoi on va commencer, par quel bout on va commencer. Ça, c'est une 3e difficulté. Et puis la 4e, c'est souvent un manque de pilote. En réalité, ces 4 freins, moi, je les ai vécus, je les ai vus bien avant, quand j'étais encore exerçant comme avocat et qu'on traitait avec mon équipe et le cabinet des problématiques de données personnelles. On voyait bien qu'il y avait cette problématique
j'ai pas le temps, j'ai pas de ressources, ma direction me soutient pas, je sais pas par quel bout commencer, et puis d'ailleurs, qui est le pilote dans l'avion. C'était exactement les mêmes freins, et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai créé Data Legal Drive et ce logiciel qui permettait à l'époque pour les clients du cabinet de répondre, enfin de lever ces 4 freins. Et on retrouve aujourd'hui ces 4 freins, alors dans une moindre mesure bien sûr, puisque d'abord les choses ont évolué dans les entreprises, et puis que Data Legal Drive permet de répondre, de résoudre ces 4 difficultés. Qu'en est-il des inquiétudes des entreprises quant à des contrôles éventuels de la CNIL? Alors ça c'est intéressant parce que le baromètre montre que 53% des entreprises ont une crainte d'un contrôle de la CNIL. Alors évidemment, ça peut expliquer cette accélération de la mise en conformité et de la digitalisation, et on peut le comprendre d'ailleurs, puisque depuis le début du RGPD, il y a eu plus de 1200 contrôles. Il y a eu plus de 300 mises en demeure ou sanctions. Et il y a eu plus de 400 millions d'euros d'amendes prononcées en France, depuis le début. C'est une réalité. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les DPO, les DSI ne peuvent pas faire comme si il n'y avait pas un risque de contrôle de la CNIL. Alors ça peut expliquer les 53%. Après, il y a 47% de répondants qui ne mettent pas en avant comme première cause de mise en conformité le contrôle de la CNIL. Et ça, c'est une bonne chose. Et parmi ces 47%, il y a ceux qui voient d'abord une problématique de sécurité, et puis ceux qui voient tout simplement une problématique d'éthique, c'est-à-dire de positionnement de l'entreprise par rapport à une problématique de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société du big data, et qui ont parfaitement conscience de l'importance d'avoir cette éthique, donc de protection des données de leurs salariés, de leurs partenaires, ce qu'on peut comprendre aussi, parce que chacun, et la crise sanitaire a aussi montré à quel point les données personnelles étaient importantes, chacun est aussi concerné par ses propres données personnelles, donc a fortiori par celles de ses salariés, de ses clients, de ses partenaires. Voilà, donc il y a cette évolution. Évidemment, la peur du gendarme est encore forte, mais il n'y a pas que la peur du gendarme, et ça, c'est une bonne chose. Pour terminer, en un mot, quelles sont les priorités à venir des entreprises? Peut-être la cybersécurité avec le contexte de guerre que l'on connaît. Alors la cybersécurité, oui, est renforcée en ce moment, mais la cybersécurité, c'est important. On a noté dans ce baromètre que 2 fois plus d'entreprises ont mis en œuvre des moyens opérationnels de renforcer la sécurité et je dirais même la sûreté de leur base de données, de leur flux, de leur système d'information. 75% ont procédé à un audit et à une mise en œuvre de la sécurité de leur site web, qui est une des failles possibles et donc une des portes d'entrée de la cybersécurité. La Commission européenne a rendu un baromètre il y a 2 semaines qui laisse apparaître que 19% des PME françaises déclarent avoir subi une cyberattaque en 2021. 19% en 2021 parmi les PME. Alors, c'est ce qu'elles déclarent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. D'ailleurs, la moyenne européenne, c'est 28%. Donc, voilà. Ça c'est important parce que, évidemment, c'est la bête noire. La cyberattaque, c'est la bête noire des DSI, des RSSI, et donc des DPO, des compliance officers. C'est évidemment quelque chose d'important. L'article 32 du RGPD oblige les entreprises à assurer une sécurité qui est conforme à l'état de l'art et de la technique, c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction que les techniques de fraude et d'attaque évoluent. L'entreprise doit faire évoluer ses propres systèmes de sécurité. Voilà, il y a une réalité derrière ça, c'est évident. On va terminer là-dessus. Merci Sylvain Staub d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, à bientôt. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Insight. Quels sont les rôles et limites des organisations internationales, OTAN, G7 et ONU dans la guerre? On en parle tout de suite avec mon invité, Antida Norodom, professeur de droit public à l'université Paris-Cité. Antida Norodom, bonjour. Bonjour monsieur. En quoi ces organisations, ONU, G7, OTAN, jouent-elles un rôle essentiel dans le maintien de la paix?
Alors, je crois qu'il faut d'abord différencier ces types d'organisations. L'ONU et l'OTAN sont des organisations internationales assez classiques, avec très formalisées. L'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation universelle, 193 États membres, alors que l'OTAN, c'est plutôt 30, donc déjà le cercle n'est pas le même. Le G7, c'est une organisation totalement différente, c'est un groupe informel avec simplement 7 États qui n'a pas de structure en tant que tel. Ce qui fait que leurs objectifs, le contexte dans lequel ils ont été établis et dans lesquels elles ont été construites, ces institutions internationales, est totalement différent. L'ONU, c'était pour rétablir la paix, le maintien de la paix et la sécurité internationale. L'OTAN, c'est plutôt contre l'URSS. Et le G7, c'était plutôt d'abord à des vocations économiques, une vocation économique, et qui finalement s'est développé sur des grandes problématiques mondiales. Donc ce sont des rôles différents dans le maintien de la paix, mais des rôles complémentaires. Alors justement, si on revient sur ces organisations internationales, quel est leur pouvoir de sanction sur les États qui ne respecteraient pas les accords de paix ? Alors, c'est par sanction, si vous permettez, je vais élargir à réaction finalement en cas d'atteinte à la paix et la sécurité internationale. Si on prend le G7, j'ai dit, c'est un groupe informel qui n'a pas de pouvoir contraignant, donc pas de pouvoir de sanction. Dans le cas de l'Ukraine, par exemple, le G7 a condamné, enfin les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné à plusieurs reprises les actes commis par la Russie, notamment après Boutcha. L'Organisation des Nations Unies, qui est dédiée au maintien de la paix et de la sécurité internationale, peut se mobiliser de différentes façons à travers tous ces organes. Le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures coercitives, militaires, par exemple le recours à la force, ou non militaires, l'embargo, on connaît ce genre de mesures, mais aussi l'Assemblée générale, ou la Cour internationale de justice, ou le Conseil des droits de l'homme, qui par exemple a déployé une commission d'enquête en Ukraine. L'OTAN, c'est une organisation politique et militaire. Du point de vue politique, l'OTAN a surtout a suspendu son accord avec la Russie, a également condamné évidemment les actes de la Russie et a pris des actions diplomatiques, a essayé d'agir du point de vue diplomatique. Du point de vue militaire, pour l'instant, elle pourrait agir en ayant recours à la force, elle évite, puisqu'on évite l'escalade. Donc ce qu'elle fait, c'est surtout de l'assistance à l'Ukraine, enfin les membres de l'OTAN vont assister l'Ukraine, et les membres alliés de l'OTAN vont renforcer leur position à la frontière du conflit. Pourquoi, dans les faits, l'action de ces organisations internationales sur les États est limitée ? Alors, tout dépend comment on prend les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein, on peut dire que finalement, toutes ces organisations internationales, et au-delà des trois qu'on a cités, il y a toute l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, toutes ces organisations maintiennent une pression internationale continue sur la Russie. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de fait contre cette situation. Après, je comprends la remarque, le verre à moitié vide, ça peut paraître insatisfaisant. En même temps, ce sont des organisations politiques. Si le Conseil de sécurité n'arrive pas à prendre des mesures coercitives contre la Russie, c'est parce que la Russie est membre permanent et dispose d'un droit de veto. Donc ça empêche l'adoption de résolutions qui soient contraignantes à son encontre. Et après, je crois que c'est bien évidemment de réagir par rapport à cette situation extrêmement grave, et en même temps, il faut aussi maintenir le dialogue. L'étape suivante, ce serait éventuellement le recours à la force, c'est-à-dire une guerre européenne beaucoup plus large. Personne n'a intérêt évidemment à ce que ce conflit s'envenime. Donc, il faut quand même maintenir un certain dialogue, ne pas totalement exclure la Russie, puisque à long terme, la seule solution pour régler le conflit, c'est d'entrer dans les négociations et de trouver une solution qui puisse satisfaire les parties. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, je vous en prie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Décideur TV.